située au pied des Pyrénées. Elle est un peu plus grosse que Troyes, mais elle a une qualité supplémentaire. Elle a une université à part entière, je ne me trompe pas, hein, qui est spécialisée justement dans l'économie et dans le juridique. Donc, ce que je vais vous demander, c'est d'abord d'applaudir nos deux invités. Et puis un petit mot pour la rentrée, parce que vous savez que nous sommes en vacances après cette conférence. Alors à la rentrée, ce sera le 30 septembre précisément, nous ferons venir quelqu'un que nous demandons activement depuis quelques années. Il était venu en 2017 ici à l'Upopo, il s'appelle Vincenzo Celiberti. C'est lui le véritable homme de Tautabel, puisqu'il était directeur du centre européen de ce lieu de préhistoire que nous avons visité d'ailleurs avec René Gramont. On n'a pas fouillé lui, mais René, lui, il va fouiller de temps en temps. Donc il sera parmi nous pour nous parler de la civilisation de l'île de Pâques, qui est un peu plus récente, un peu plus de notre côté, mais chose extraordinaire, il a été, sa renommée ayant franchi les frontières du Roussillon, il a été demandé par des lycées troyens, donc il sera reçu dans des lycées, le lycée Camille Claudel, le lycée Marie de Champagne et le lycée des Lombards. Voilà. Alors, je tiens à vous le dire parce qu'avant de nous quitter pour quelques semaines, nous avons réussi pour la première fois, pour la première année, à faire presque un calendrier complet de nos conférences, puisqu'on en a jusqu'à février 2026, et on va continuer à remplir. En octobre-novembre, ça sera pour fêter le 80e anniversaire de la sécurité sociale, cette grande conquête sociale qui n'a pas d'équivalent en 1945, grâce au combat des résistants, et pas seulement, enfin, voilà. La sécurité sociale, ça se passera au mois d'octobre et au mois de novembre. En décembre, nous serons avec la Ligue de l'enseignement, et en janvier, nous avons un historien original qui est spécialiste de l'urbex. Ça, c'est un mot un peu savant, si vous voulez, que vous pouvez placer au hasard de vos conversations, sans oublier d'ajouter que vous l'avez appris à l'Université populaire de l'Aude, bien entendu. Alors, urbex, ça veut dire exploration des sols, exploration des fouilles dans les villes un petit peu abandonnées. Donc, il va nous parler aussi de la RDA et de l'histoire, du rôle de l'histoire dans l'histoire numérique. Donc ce spécialiste s'appelle Nicolas Offenstadt. Nous en reparlerons. Nous faisons venir également Olivier Potier, qui a travaillé sur l'arrivée des Allemands en 1940 dans le département de l'Aude. Et ce qu'il va nous faire découvrir va casser totalement l'image du gentil soldat nazi qui veut se faire accepter en caressant la tête des petits enfants blonds. J'étais ce petit enfant blond quand les Allemands sont arrivés et un soldat allemand m'a caressé la tête, gentil petit garçon, et mon grand-père m'a attrapé par le bras et m'a tiré « Rentre à la maison !» Voilà, je tiens à vous remercier pour votre fidélité, parce que cette fidélité des adhésions, que nous souhaitons nombreuses, nous permet d'abord de vivre, d'exister. Elle nous permet aussi de vous présenter des gens aussi prestigieux que nos deux conférenciers qui sont ici, ceux d'aujourd'hui par exemple. Je vais donc passer la parole à Gisèle qui va nous présenter nos deux conférenciers. Merci de votre attention. Je voudrais là vous dire une petite déclaration d'un président de la République française qui était, vous allez le reconnaître à son style inimitable, bon, je vous précise, c'était en 2008. Alors il a dit ça: il y a une filière économique pour vos enfants, c'est une blague. Parce que la filière économique et sociale, mettez vos enfants dedans, et ils ne peuvent pas se permettre de se présenter
dans les meilleures écoles économiques. Qu'est-ce que cela veut dire? On dit à ton gosse, fais la filière économique, tu pourras faire de l'économie, et à l'arrivée, ils ne peuvent pas se présenter. Voilà, ça c'était début 2009. M. Sarkozy qui parlait ainsi de la filière économique, mais il avait déjà préparé le terrain. Il y avait en 2008 l'Institut de l'entreprise qui avait déjà, qui groupe le think tank du patronat français, qui avait proposé dès 2008 un programme clé en main pour les enseignants, de manière à permettre de donner une image positive de l'entreprise. Mais sans s'occuper de sociologie, parce que l'économie sociale, la sociale, et évidemment, ça, ce n'était pas pris en compte. Donc depuis 2012, il y a un partenariat avec cet institut et qui s'est créé avec l'éducation nationale. Et il y a un programme, LIA, qui est chargé du dialogue entre les enseignants et les entreprises, avec un concours qui s'appelle Vive l'éco, pour les terminales qui font l'économie sociale, et dont la remise de prix se situe au ministère de l'économie. Donc, le titre qui était tout à l'heure là, un enjeu politique, il est évident. Mais pour parler de cela, nous recevons Yves-Patrick Coleno et Hervé Ponchard, qui sont enseignants et chercheurs dans le domaine de l'économie et qui vont parler de leur travail, enfin du résultat de leur travail qui est depuis des années et des années sur l'étude du contenu des programmes. Et donc c'est cela qui vous dit ce soir par rapport au service. Voilà. Alors, merci. Merci Gisèle. Alors, nous vous demandons maintenant, non mais ça va aller, d'ouvrir vos oreilles et de fermer votre portable. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup pour l'invitation et la présentation. Bon, pour tout vous dire, on a appris que juste en arrivant, on a une certaine émotion à venir vous parler, puisqu'on a bien compris que Troyes avait fourni à la science économique de très grands économistes, pas nous, mais bon, on va faire avec, si j'ai bien compris, le prix Nobel, il faudra qu'on s'aligne. Donc voilà, très heureux de vous rencontrer et d'échanger avec vous. Alors, je reviens juste une demi-seconde sur l'affiche qui n'a pas été totalement choisie par nous. Présenter l'économie avec des pièces, c'est un sujet assez intéressant. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Est-ce que nous parlons tant d'argent que cela? Juste pour nous présenter, donc en effet, oui, on est tous les deux chercheurs à l'université de Perpignan dans un laboratoire, un plus expérimenté que l'autre, même si j'ai quelques expériences aussi maintenant. Voilà, on travaille depuis de nombreuses années sur une réflexion qui nous permet d'interroger les programmes, les contenus, les documents qui sont utilisés en pédagogie, alors essentiellement pour le programme de sciences économiques et sociales, mais on fera quelques incursions aussi sur ce qui se passe à l'université pour montrer qu'il y a un petit peu des liens entre les deux. Donc juste pour commencer, alors je gère tout en même temps. Hop, donc Yves, oui. Pourquoi nous on réfléchit sur les programmes? Alors pourquoi réfléchir sur les programmes? D'abord à cause de leur statut. Pour les personnes qui l'ignoreraient, ce qui caractérise les programmes d'enseignement scolaire en France, c'est leur caractère officiel. Caractère officiel qui se traduit par une inscription au journal officiel de la République française dès que ces programmes ont été validés par le ministre. Ensuite, ils sont retranscrits dans un document propre à l'éducation nationale, le bulletin officiel de l'éducation nationale. Donc il y a une caractérisation bien claire. Le programme, c'est un document officiel, il a force de loi. Ce qui n'est pas le cas à l'université, comme nous y reviendrons. Il a force de loi et donc il est
un marqueur de ce que la société française veut enseigner, veut que l'on enseigne, puisque c'est passé par justement l'inscription dans la loi. Alors même si après, entre le programme et ce qui se passe dans la classe, il y a des étapes, etc., on pourra y revenir s'il y a des questions là-dessus, il n'empêche, si nous réfléchissons d'abord à partir des programmes, c'est que quoi que l'on en pense, les programmes s'imposent comme toute loi. Donc, oui, comme Yves le dit, évidemment, c'est un point essentiel qui fait une rupture avec l'université, parce que si vous allez dans les programmes, ce qui est enseigné à l'université, chaque université, chaque équipe pédagogique choisit ce qu'elle va faire. Donc, vous n'avez pas une concordance dans toutes les universités, il n'y a pas exactement les mêmes matières, même si évidemment il y a beaucoup de choses qui sont similaires. Par contre, au lycée, ce qui doit être enseigné, c'est strictement la même chose. C'est pour ça que s'appuyer principalement sur les programmes au lycée, c'est beaucoup plus facile, puisque là, il y a homogénéité dans ce qui est présenté aux élèves, avec une nuance quand même. Les enseignants ont des marges de manœuvre dans ce qu'ils vont raconter, la manière dont ils le font et autres. Ils doivent faire quelque chose, ça ne veut pas dire qu'ils doivent tout maîtriser, tout leur imposer dans ce qu'ils doivent dire et comment ils doivent le dire. Et nous, on va... Alors, on l'évoquera un peu parce qu'on a travaillé quand même sur ce que font les collègues un petit peu en classe, mais on s'est quand même concentré essentiellement, d'abord et avant tout, sur les programmes. Alors, et les contenus des manuels. Pourquoi on va parler de sciences économiques et sociales? Parce qu'on arrive à peu près à parler d'économie. Le reste, ce n'est pas notre domaine, donc on n'en parlera pas, même si peut-être on fera quelques incursions dans quelques disciplines. Pour notre intervention, on vous propose de travailler en 2 temps. Je dis bien travailler. Un premier temps, ça sera nous. On vous présentera l'évolution des programmes et autres. Et dans un deuxième temps, ça sera un peu à vous à travailler. On a prévu quelques exercices. C'est bientôt la fin de l'année, si j'ai bien. Donc il faut bien qu'on évalue vos niveaux et qu'à la fin, on arrive à déterminer si vous avez bien acquis tous les éléments qui étaient prévus dans le cycle de formation. Mais vous inquiétez pas, on va y arriver tranquillement. Pour commencer donc, on va vous raconter une histoire qui est simplement celle du titre des programmes de sciences économiques. Et donc l'histoire commence, Yves, tu y étais je crois, en 1967. C'est important aussi la date pour le contexte, on pourra y revenir, on devra même y revenir. Mais donc, en 1967, est créée une nouvelle discipline de l'enseignement au lycée. Il n'existait jusque-là d'enseignement économique au lycée que dans le cadre de ce que l'on appelle aujourd'hui les séries technologiques. À l'époque, ça s'appelait notamment le brevet supérieur d'enseignement commercial, le BSEC, qui se trouvait à enseigner dans les lycées techniques commerciaux, et après tout ça, ça a fusionné, etc. Mais il n'existait pas d'enseignement général de sciences économiques et sociales. Ça a été créé en 1967, c'est sous la Ve République, de Gaulle, Fouché et compagnie. Bref, 1967, c'est une commission spéciale qui a été réunie, regroupant des historiens, des sociologues et des économistes. C'est à eux qu'on demande d'élaborer de toutes pièces un enseignement, un programme d'enseignement pour cette nouvelle discipline. Voilà. 1967, avec des objectifs précis. Nous sommes en 2025, et ce que nous allons d'abord montrer, c'est que ça a changé. Alors, ce qu'on peut juste déjà rajouter, c'est que parallèlement à la mise en œuvre, donc au lycée d'enseignement de sciences économiques et sociales, se créent à l'université des licences d'économie. Jusqu'alors, les licences d'économie, ça n'existait pas. L'économie, c'était un parcours de droit. On faisait d'abord une licence de droit,
et après on pouvait se spécialiser en économie. Donc vous voyez, parallèlement à la création de la science économique et sociale, et créer une autonomie, on va dire, une autonomisation de la discipline économie vis-à-vis du droit à l'université. Autonomie qui est pour partie partielle, parce que moi je suis dans une faculté de sciences juridiques et économiques. On est séparés, on a chacun notre licence, mais quand même on est toujours dans les mêmes facultés. Et puisqu'on a bien compris qu'à Troyes, vous étiez très sensible au prix Nobel, on peut rappeler que c'est en 1969 qu'il y a eu le premier prix Nobel d'économie. Vous voyez, c'est quand même une période assez étonnante au niveau de la discipline. Il s'est passé en effet des choses. Donc le premier programme, il s'appelle assez simplement croissance et développement. Mais il ne change pas pendant un certain nombre d'années, jusqu'à... À peu de choses près, ce programme traite de la croissance, le programme de la classe terminale, traite de la croissance et du développement pendant un quart de siècle, à peu près, jusqu'au début des années 90. Ensuite, il va y avoir l'évolution que nous allons vous montrer. Vas-y. Donc, l'évolution économique et sociale, croissance-développement, on reste là-dessus. Et puis. Vous voyez la dernière case, la case qui correspond aujourd'hui, et ce depuis donc une douzaine d'années, on va dire. Sciences économiques. Alors, sciences économiques, pourquoi? Parce que déjà, alors qu'on avait un intitulé qui indiquait en quelque sorte la thématique générale, croissance et développement, là, on nous a donné sciences économiques. Eh bien, tout simplement, ça n'étonnera pas les jeunes collègues, tout simplement parce que depuis une douzaine d'années, ce qui a changé en particulier, c'est que ces sciences économiques et sociales, le titre de la discipline est resté le même, ont un programme qui sépare ce qui jusque-là était réuni. Depuis une douzaine d'années, il y a une partie, la première, qui s'appelle sciences économiques, et ce, dès l'entrée au lycée. Et ensuite, il y a une partie qui s'appelle sociologie et sciences politiques, pour finir par ce qui est traité en dernier, bien souvent, ce qu'ils appellent des regards croisés, où on est censé, effectivement, croiser le regard de deux disciplines, par exemple l'économie et la sociologie, sur un thème donné. Mais en dehors de ces regards dits croisés, eh bien, en sciences économiques, on fait de l'économie pointe à la ligne. Et ça ne sera pas sans conséquence. Bon, mais ils l'ont compris, ici. Vous le savez, en sociologie, ils n'ont pas de prix Nobel. En sciences politiques, non plus. C'était normal, non, de se séparer, Yves? C'est vrai que c'est... Il était bon. Alors, vous voyez bien, l'intitulé, vous voyez quand même, initialement, on est sur des thématiques qu'on veut traiter, c'est ça, les premiers titres, c'est on va traiter de croissance, de développement, on a des objets, des thématiques qu'on veut traiter, on passe à autre chose, on passe à des disciplines. Et donc l'approche est disciplinaire et non plus on va traiter une thématique, ce qui ne veut évidemment pas dire qu'il n'y a pas des thématiques qui sont traitées. Alors évidemment, ce changement d'intitulé de programme se traduit aussi par la constitution des programmes. Alors on ne va pas faire tous les programmes, on va juste vous montrer toujours la différence entre les programmes originaux et ceux qui sont aujourd'hui. Pour la classe de seconde. Alors, pour la classe de seconde, donc, comme vous le voyez, en 1967-68, à la naissance de la discipline, 3 titres. Les hommes, les besoins, les activités. C'est une présentation qu'on pourrait appeler une présentation fonctionnaliste, qui commence par le thème des hommes, par exemple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les élèves vont apprendre que, par exemple, les hommes vivent en collectivité, mais on va aussi s'intéresser à l'aspect démographique, comment évolue la population, des questions comme les différences de taux d'activité masculin-féminin, des choses de ce genre, l'emploi. L'emploi est considéré comme quelque chose qui concerne les hommes, au sens d'être humain, bien sûr. Et dans le traitement
de ce thème, on va chercher tant des apports de l'économie, de la sociologie, de la démographie, en fonction à la fois de ce qui est indiqué dans le programme, conseillé par le ministère, et aussi de ce que les collègues considèrent comme intéressant à développer devant leurs élèves et avec leurs élèves. Voilà. Vous voyez que aujourd'hui, 2022-2023, on parle d'autre chose. Hein. Comment les économistes, les sociologues et les politistes raisonnent-ils et travaillent-ils? Par exemple, il est important d'apprendre aux élèves, d'enseigner aux élèves qu'un économiste, c'est quelqu'un qui maîtrise l'art des choix, l'art de combiner les ressources en situation de rareté. Simple. Ensuite, voilà, quels sont les questionnements? Comment crée-t-on des richesses et comment les mesure-t-on? Comment se forment les prix sur un marché? Voilà. Donc, vous avez un petit exemple de changement. Une nouvelle fois, hein, on rentre un peu dans les détails, mais ce qui est important de comprendre, c'est juste vous montrer l'évolution. C'est-à-dire que si on le fait, parce que c'était une anecdote qu'on avait entre nous, on avait présenté un peu ces travaux il y a longtemps à Aix-en-Provence, et il y avait des anciens enseignants de sciences économiques et sociales, et quand on leur avait demandé si est-ce que les programmes avaient changé, ils nous avaient dit bof, pas trop. Et donc c'est ça qu'on en est venu à dire, ah oui, pas trop, mais regardons quand même, le pas trop, oui, il a beaucoup changé. Alors c'est vrai pour la classe de seconde, c'est vrai aussi pour la classe de première, voilà. Hein, où les programmes aussi, hein, vous voyez, ont fortement évolué entre ce qui se faisait en 1967-68, hein, où la thématique c'était la vie économique et sociale de la nation, où une nouvelle fois on n'est plus que sur de la science économique. Et là, ça nous paraît intéressant de vous laisser regarder cela par vous-même et de repérer par vous-même des différences significatives. Comment? Salariés, ils sont là-dedans. Ah, les salariés, c'est quoi ça d'abord? Alors, je vais profiter de façon vraiment opportuniste de votre question pour vous dire que lors d'une intervention que j'avais faite à Milan il y a une bonne vingtaine d'années sur un thème voisin, j'avais été interpellé par une collègue qui m'a dit non, ça n'a pas tant que ça a changé. Vous dites qu'il y a des mots qui ne figurent plus au lexique. C'est pas vrai, vous avez un exemple? Je vais dire prolétaire, ça me dit. Balle au centre. Hein. Donc, les salariés, ils sont mieux. Ils n'ont pas été aussi maltraités que les prolétaires, soyons clairs. Mais effectivement, ce n'est plus là le problème. Hein. Mais quel mot-clé à droite? Mais oui, voilà. Et on va les retrouver, les salariés, vous verrez, ils sont dans le marché. On a un exercice, rien que pour ça, rassurez-vous. Mais on vous garde, hein, donc du coup, pour l'exercice sur les travailleurs. Hein, et donc, vous voyez, une autre fois, hein, ça se traduit. Hein. Oui, en effet, en 67-68, ça peut paraître ballot, mais le mot marché n'existe pas. Le mot marché, alors ça ne veut pas dire que ça n'existait pas dans la littérature économique. Hein. Bien sûr que les économistes connaissaient le marché, mais de là le mettre en exergue et en point sur lequel hein, il faut tout apprendre et autres, c'est quand même quelque chose qui est assez significatif. Il ne faisait pas partie des mots, des notions inscrites au programme. On trouvait dans les manuels des exemples de marché au pluriel. Par exemple, histoire de vous amener, pas ici tout à fait, mais pas très loin, était citée l'histoire de l'entreprise Boussac. Ne le répétez surtout pas. Bernard, surtout pas. Boussac, donc, qui était cité comme un exemple d'entreprise qui avait effectivement développé tel et tel marché avant. Mais on parlait des marchés. Le marché, comme notion, n'était pas une notion à enseigner. Il pouvait en parler, c'est tout. Et donc vous voyez, pareil pour le niveau terminal,
une évolution assez importante, même si fondamentalement, vous voyez, les thématiques abordées peuvent paraître relativement semblables, hein, mais la manière dont elles sont amenées, une nouvelle fois, on le retrouve, il y a intrication dans croissance et développement, alors que pour... Ils m'ont coupé le micro. Toi, tu as mal parlé de Bernard Arnault. Ah ouais, c'est mal. Je vais appeler François Ruffin. C'est vrai, je crois que j'ai trouvé. C'est du sabotage. Ah. Ça marche? Ouais, c'est bon. C'est un complot, non? Donc, juste pour vous dire, voyez, les notions qui sont abordées, les thématiques, elles se ressemblent, mais la manière de les amener, et une fois, la grande différence, et on aura l'occasion de dire, c'est la question de l'intrication des disciplines. Hein. Dans l'aspect aujourd'hui sciences économiques, on est censé faire de la science économique. Auparavant, qu'est-ce qu'on mobilisait? On mobilisait les savoirs des disciplines, et on ne se posait pas la question de savoir s'ils venaient de l'économie ou ils ne venaient pas de l'économie. Hein. Donc, vous voyez, hein, la première chose qu'on voulait qu'on ait ensemble comme connaissance, hein, c'est qu'il y a bien eu une transformation majeure des programmes, hein, de sciences économiques et sociales. Mais peut-être vous dites-vous, bah, oui, il est normal que ça change, non, des programmes. Alors pourquoi? Avant juste, je donne juste un complément à propos des programmes de terminale, hein, dont Hervé vient de parler. Il y avait aussi une mobilisation de la dimension historique, qui a quasiment disparu. Et cette mobilisation de la dimension historique permettait d'enseigner, de donner des éléments de connaissance sur la dynamique longue des sociétés. Par exemple, on parlait aux élèves des enclosures. Un truc poussiéreux que ça n'en peut plus, les enclosures. Ça dit quelque chose à quelqu'un? Les enclosures, donc c'est un Moi, je phénomène. ne comprends pas, Yves. J'ai vu une photo de Troyes, la première chose qu'ils mettent, c'est des moutons. Ben voilà. Ils devraient connaître les enclosures, non, avec les moutons. Alors c'est surtout les Anglais qui ont morflé, enfin les Britanniques. Les Anglais, les Écossais qui ont souffert de ça, eux les premiers, hein, puisque donc dans les années, enfin c'est les années qui précèdent la révolution dite industrielle, bon, 17e, 18e, les enclosures consistent pour les propriétaires fonciers, avant tout des aristocrates dans ce pays, à clore les terres qui jusque-là étaient communales, étaient communes. Désormais, si vous avez des moutons, soit vous achetez de la terre pour les faire paître, sinon c'est vous qui allez vous faire paître. Hein? Donc ça, c'est un mouvement. Et c'est un mouvement qui, l'air de rien, a son importance. Mais on ne va pas parler de ça pendant 15 ans. Donc je te posais la question, maintenant qu'on est tous spécialistes des enclosures. Voilà. Les enclosures, c'est une loi, hein. C'est pas une décision au hasard comme ça, c'est validé par la loi, on autorise, hein, la noblesse obtient l'autorisation de pouvoir, hein, clore. Parce que ce que dit, il faut rappeler, c'est que le système médiéval qu'on connaissait en France, qu'on connaissait en Angleterre, du fait de l'enclosure, c'était le principe des communs, c'est-à-dire que même si je ne possédais entre guillemets rien à part mon foyer, je pouvais quand même utiliser des terres pour des bêtes, pour faire un peu de culture, pour aller ramasser du bois et des choses comme ça. Donc l'enjeu, c'était de ne plus permettre l'accès à cette ressource à un certain nombre de personnes. C'est pour ça que c'est une décision qui a été marquante, mais qui s'inscrit dans une dynamique aussi un tout petit peu plus longue. Ceci dit, ma question n'était pas là, celle-là. Il ne fait pas demander les enclosures. Alors, eh bien non, moi, je t'ai demandé, est-ce que ce n'est pas normal que les programmes évoluent quand même, après tout, hein? Est-ce que, je ne sais pas moi, l'économie, ça ne s'est pas modifié? Alors, est-ce que l'économie, ça s'est modifié? Est-ce que l'objet, tu as raison, l'objet de l'économie, hein, est-ce que ça a changé au point que parler, par exemple, de l'État en première n'a plus aucun intérêt? Après tout. Hein? Alors, je ne parle pas des États-Unis, je parle de la France, monsieur. Hein? Je crois que l'objet a changé à ce point-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Les systèmes financiers
Comment? Alors, le système financier a changé. Et effectivement, ça, c'est une piste intéressante, tellement intéressante qu'on va vous la remettre à suivre d'ici peu. Ça, c'est du nez. Non, mais on peut répondre clairement. Bien sûr que l'objet de l'économie n'a pas changé. Les économistes s'intéressent toujours aux mêmes questions. Et donc, ce n'est pas l'objet qui a changé, Yves. Et non. C'est peut-être l'actualité. Ah, voilà. Par exemple, en 68, on était dans quelle période? Alors, moi, je ne la connais pas sous ce nom-là, revendication, mais pourquoi pas? En 68, oui. En 67, il y avait non. des revendications, ça dépend quand et où. Non, c'est pas une période historique que vous connaissez? Là, voilà, tu vois, avant c'était les 30 glorieuses, aujourd'hui on n'y est plus, on a changé. Hein, et si on a changé, on devrait bien parler autrement quand même, non? Peut-être. Ah. Oh, oui, alors les 30 ruineuses, les 30 pollueuses, je crois qu'on peut y aller, il y a plein de titres en effet dessus et autres, mais est-ce que, alors peut-être je vais dire un gros mot, est-ce que le système dans lequel on est, on pourrait appeler, je sais pas, capitaliste, au hasard, a changé lui? Est-ce qu'on est toujours dans ce système-là? Bon, alors si l'objet n'a pas changé, le système n'a pas trop changé, oui, il y a quelques éléments qui ont changé, la finance n'est plus tout à fait pareille, les règles concernant les travailleurs ont légèrement évolué, l'âge de la retraite a fluctué, hein, voilà, il se passe des choses, mais sur le fond, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Hervé, hein? moi je ne suis pas d'accord. Ah. C'était le capitalisme, maintenant c'est l'économie de marché. Ah oui, j'ai oublié. Ah, quand même. Alors évidemment, il y a une question qui pourrait se poser, là on va rentrer un peu plus, c'est est-ce que les théories anciennes, en économie, deviennent invalidées de telle sorte qu'il y aurait de nouvelles théories, et c'est ces nouvelles théories qu'il faudra enseigner. Alors je vais vous dire un truc assez simple, hein. En économie, invalider des théories, c'est quand même un tantinet compliqué. C'est un tantinet compliqué du fait de la méthode des économistes, puisqu'on construit des modèles qui reposent sur des hypothèses. Les hypothèses n'ont pas nécessairement besoin d'être vérifiées et autres, c'est simplement des hypothèses. De sorte que si la réalité n'est pas conforme au modèle, ce n'est pas la faute du modèle, c'est la faute de la réalité parce qu'elle n'est pas conforme aux hypothèses. Hein? Donc, invalider les théories économiques, bien évidemment, c'est non. Et d'ailleurs, on continue... Ah, 2 micros, chacun le sien. Regarde. C'est ça le principe des enclosures. Le principe en économie, c'est évidemment de toujours mobiliser... si j'ai cru comprendre dans la salle, il y avait des collègues économistes, on parle toujours de Smith, on parle toujours de Ricardo, hein, et a priori, leur théorie, Marx, moins, je ne sais pas pourquoi, et donc, oui, on utilise toujours des théories. Est-ce qu'il y a eu des révolutions théoriques majeures dans cette dernière période? On pourra en discuter, on en discutera un tout petit peu à la fin. Alors évidemment, il y a l'école de la régulation en France qui a marqué, qui apparaît justement dans cette période-là, hein, fin des années 60. Hein. On y reviendra un petit peu sur l'économie expérimentale, hein, sur la fin et autres. Mais est-ce qu'il y a des changements majeurs? Non. Donc les théories n'ont pas fondamentalement changé. Il pourrait y avoir une autre chose qui pourrait expliquer. C'est ce qui s'appelle dans la littérature l'académisme néo-fordien. Alors c'est un truc simple. Aujourd'hui, quand vous êtes à l'université, pour exister, il faut publier. Si vous ne publiez pas, vous disparaissez. Publish or perish, hein, en anglais. Et donc, les collègues peuvent être amenés pour des raisons stratégiques de publication, de reconnaissance, d'avoir de promotion, d'évolution de carrière, à être très encouragés à publier. Or, en économie, pour que les publications soient reconnues, il faut aller dans des revues à comité de lecture. Alors, une revue à comité de lecture, pour ceux qui ne connaissent pas, ça se passe comme ça, vous envoyez votre papier. Alors ça, c'est la théorie. Hein. Vous envoyez votre papier, il y a 2 référis qui regardent votre papier, qui vous font des commentaires, ça va pas, on autorise la publication, il y a des allées, et votre papier est publié. Alors je dis c'est la théorie parce que quand vous êtes éditeur de la revue, vous ne passez pas nécessairement par l'étape des 2 référis, hein, vous publiez directement. Mais bon. Et donc,
qu'est-ce qu'on sait? On sait que les collègues, pour pouvoir publier, qu'est-ce qu'ils font? Ils se plient aux règles de la maison d'édition de la revue. Par exemple, je vous donne un exemple qui est un de mes collègues à l'Université de Perpignan. Un jour, je vois, il publie un truc, je le lis et je dis « Wow, quand même, tu as utilisé un concept, on en parlera tout à l'heure. Wow, c'est un peu chaud. » Il me répond « Oui, mais si je ne l'avais pas utilisé, je n'aurais pas été publié. » Alors évidemment, s'il faut rentrer dans certaines forges codines pour pouvoir être publié, eh bien évidemment, on voit bien qu'il y a un effet reproduction d'un modèle qui peut-être s'impose et qui amène justement à ce qu'il y ait ces évolutions-là liées. Et alors donc voilà, tout ça pour dire que, vous voyez bien, sur le fond, il n'y a pas de raison majeure. Il n'y a pas de raison majeure à ce que les programmes aient si évolué que cela. Ou il n'y a pas de raison au sein de la discipline, a priori, de trouver les facteurs explicatifs pour dire oui, il fallait modifier les programmes. Voilà. Alors, en fait, on va revenir justement à la source. Donc, les disciplines scolaires, quelles qu'elles soient, donc, sont le résultat d'un choix de la collectivité nationale, qui sont consacrées par leur institution. Et par exemple, aujourd'hui, on continue d'enseigner l'économie au lycée dans 2 disciplines différentes, dans deux cursus scolaires différents au lycée. Le cursus donc général, où on enseigne les sciences économiques et sociales, ce dont nous parlons depuis tout à l'heure, et le cursus technologique, où on enseigne l'économie et gestion. Ce ne sont pas les mêmes contenus. Ce ne sont pas les mêmes objectifs. C'est une décision de l'État qui dit, voilà, on enseignera à tel public avec tel objectif l'économie de telle façon dans tel cadre scolaire, et dans le cadre de l'enseignement général, ce sera un autre. Voilà. Après, donc, pour passer au programme, eh bien, la question, c'est justement, on vient de l'évoquer, est-ce que c'est juste une question de mise en œuvre des connaissances académiques, en l'occurrence celles de la science économique, de la sociologie, ou bien y a-t-il autre chose? Eh bien là, nous nous appuyons sur des travaux de didacticiens, de gens qui étudient la façon dont justement se construisent les enseignements et leur contenu, et notamment Michel Develay qui dit, en fait, les contenus d'enseignement sont le produit d'un double processus. Un processus de didactisation, autrement dit, un processus qui consiste à rendre enseignable au lycée ce qui a été produit comme connaissance à l'université, mais pas seulement ce processus. Il y a aussi ce qu'il appelle un processus d'axiologisation. Là, il faut encore avoir les gencives qui marchent bien. Axiologisation, c'est-à-dire en fait un processus qui dépend du système de valeurs qui, à cette époque, à l'époque où sont construits les programmes, du système de valeurs qui règne dans la société concernée. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on va revenir dans la suite de notre exposé. C'est donc un double processus. Ce que nous avons interrogé juste avant, c'est est-ce que c'est une simple question de mise en œuvre des connaissances académiques? Nous avons répondu non. Et donc c'est de l'autre côté, de l'autre processus. C'est du côté du système de valeurs et de son évolution, de la dynamique que nous appelons la dynamique culturelle, la dynamique des valeurs. C'est de ce côté-là qu'il faut chercher. Donc maintenant, tout le monde a bien compris l'exercice auquel on va se livrer, puisqu'à chaque fois, il faudra repérer le processus de didactisation et d'axiologisation dans les exemples que l'on va proposer, puisque c'est ça vous avez bien compris, notre objectif, la première partie, c'était juste qu'on ait, entre guillemets, ce savoir commun. Oui, les programmes ont changé. Mais on ne peut pas comprendre l'évolution si on ne veut pas comprendre qu'en fin de compte, l'évolution des programmes traduit le fait qu'on veut raconter autrement notre société. Et donc, on va vous montrer à partir de 3 exemples comment on veut raconter autrement notre société, et on va interroger en même temps, dans cet autrement où on raconte la société, quelles valeurs, on va les interroger avec vous, quelles valeurs sont portées par justement cette manière que l'on a aujourd'hui d'amener
les enseignements. Alors, là, on va un petit peu changer sur nos références, hein, puisque jusqu'alors, on était jusqu'au programme. Là, on va plutôt s'appuyer sur des documents qui sont les outils qui sont à la disposition des enseignants ou des élèves, hein, pour les contenus d'enseignement. Donc, on va aller sur des choses beaucoup plus appliquées. Hein, et on va commencer, puisqu'on a parlé de capitalisme, il faut donc savoir ce qu'est le capital. On commence par une citation extrêmement importante pour nous, hein, celle du manuel de Hachette en 1999, qui nous dit, et on partage avec eux, hein, le capital est un concept essentiel de l'analyse économique. Ça n'était qu'il y a à peine un peu plus de 25 ans, hein, c'est pas vieux. Hein, donc, allons voir, c'est ça qu'on vous propose maintenant, comment ce concept essentiel de l'analyse économique est traité par certains manuels. Par les manuels en général. Oui, on ne va pas tous les faire non plus. Non, mais... Première chose, on nous dit, donc ça c'est le manuel... Alors ça c'est un exemple C'est un exemple du manuel Hatier dans son lexique final. Le lexique est à la fin du manuel, qui ne s'appelle pas lexique chez Hatier, mais on ne va pas s'apesantir là-dessus. Et donc vous voyez quand même, hein, d'abord, vous voyez bien quel est l'auteur qui est pris pour référence. Pierre Bourdieu, économiste bien connu, non ? Oui, mais c'est la partie sociologie, sciences politiques. Non, ça c'est le lexique du bouquin. Non, c'est ça. Oui, mais ça, le tableau, c'est le synthétique. C'est le tableau qui est à la fin du manuel. Hein. La fin du manuel, c'est donc quand un élève cherche une définition du mot capital, imaginons qu'il soit assez fou pour aller chercher une définition du mot capital dans le lexique qui est à la fin du manuel Hatier, eh ben on lui dit voilà, selon Pierre Bourdieu, économiste bien connu. Bon sang, mais c'est bien sûr, je ne savais pas, j'ignorais que Pierre Bourdieu était un économiste. Et alors, vous voyez, donc capital économique, revenu patrimoine, essentiel. Je vous laisse regarder le reste. On peut les lire à haute voix, parce qu'il y a des gens qui... Ah oui, tu as raison. Alors, je lis à haute voix. Donc, capital culturel, ensemble des ressources culturelles dont dispose un individu. Capital social, ensemble des ressources mobilisables à travers un réseau de relations sociales. Capital symbolique, résultat de l'accumulation des autres formes de capitaux, renvoie au niveau du prestige. Voilà. Et effectivement, c'est tout pour le manuel Hatier. Alors ça, c'est la partie, après évoquée dans la partie économique, hein, le capital, mais en mots comme ça, on va y revenir, du capital humain. Voilà. Et c'est simplement pour dire, vous voyez, il y a une première chose, on nous explique que c'est essentiel pour l'analyse économique, mais en réalité, capital est plutôt défini aujourd'hui dans la partie sociologique. Bon, mais c'est essentiel pour l'économique, c'est pas pour l'analyse économique. Pas grave, allons regarder les lexiques des manuels. Les autres les autres manuels. Hein. Eh bien donc, je reprends ce que tu proposais, Jean, hein, ce que tu demandais à juste titre. Voilà. Alors, il n'y a pas d'entrée capitale. Autrement dit, si vous cherchez le mot capital, il n'y a pas. Il n'y a pas. Alors, vous avez capital culturel, capital économique. Alors, capital économique au sens sociologique. Certains manuels vont préciser capital économique, entre parenthèses, au sens sociologique. Capital humain et capital social. Je vais être un peu taquin. Il y a même un bouquin dans lequel on trouve l'expression capital humain social. Alors là j'ai du mal. Bordas, pas d'entrée capitale, mais capital culturel. Magnard, pas d'entrée capitale. Et bon, on n'a pas mis tous les manuels, mais ils en sont tous. Ouais. Oui, la seule concession, c'est capital physique. Voilà. Capital physique. Alors on vous dit, bah voilà, c'est les moyens de production, c'est les murs, les machines, et je ne sais plus quoi d'autre. Non, mais il reste la digue, Yves, quand même. Oh, Hachette, on le sait, pour eux, c'est... un concept essentiel. Un concept essentiel. In the old times. Donc, qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui? Pas de référence, pas d'entrée dans leur lexique de capital. C'est certainement essentiel, mais de le définir, ça ne l'est pas. Ils ne le définissent plus. Ils définissent capital culturel et capital économique, c'est ça. Économique au sens sociologique, donc, comme on disait tout à l'heure. C'est-à-dire revenu patrimoine.
mettons-nous à la place 5 minutes d'un élève, il s'en sort comment s'il a compris que c'était essentiel et qu'on ne lui définit pas? Ou si on lui définit que le capital, c'est plein de choses différentes et autres. En gros, bon, c'est plein de trucs, mais ce n'est pas le capital. Hein, c'est les capitaux avec plein d'entrées. Alors, ce que je lui souhaite, c'est de ne pas avoir une grande sœur ou un grand frère qui a fait ses études en 99. Parce que si un jour ils se mettent à causer de ces choses-là, c'est un jeu d'esprit de penser à ça, mais imaginons, il va y avoir comme un déphasage. En 1999, on enseignait que le capital était un concept essentiel. En 2022, c'est les manuels en usage aujourd'hui. Hein. 2022 en 2025, on ne le définit pas. Et vous comprenez bien, c'était la remarque tout à l'heure d'Yves, de ne pas définir le capital, c'est on ne raconte pas le capitalisme. Hein, l'histoire, elle est là, c'est que vous ne racontez pas le capital, d'où l'économie de marché et des choses comme ça. C'est bien, vous voyez, le processus que vous allez raconter, s'il y a pas, il y a plein de capital où tout est capital. Hein, si tout est capital, tout est insignifiant. Voilà, c'est à peu près ça. Donc, voilà. Donc, c'est simplement pour dire, vous voyez, c'est ça, l'évolution des contenus, l'évolution du discours sur la société. Bon, on n'a plus de discours sur le capital. On aura l'occasion, sur la conclusion, de revenir un petit peu sur les manques qu'il y a derrière le fait de ne plus parler de capital. Exercice un peu plus difficile pour vous, mais là, on vous mobilise. Autour du financement de l'économie. Ben oui, parce qu'on avait anticipé que vous nous poseriez la question, donc on s'était préparé. Donc là, c'est un exercice un petit peu plus difficile parce qu'on va vous projeter un schéma. Évidemment, prendre un schéma dans la figure qui n'est pas construit, c'est toujours un peu plus difficile parce que la logique, c'est de faire la construction du schéma. C'est un schéma sur le financement de l'économie. Si on n'arrive pas à lire, on fera la lecture au besoin des différentes cases, il n'y a pas de difficulté. On va vous aider sur l'exercice. L'exercice, c'est, une fois, c'est un schéma qui est présenté aux élèves pour qu'ils comprennent comment est financé notre système économique. Classe de première. Voilà. Nous, la question qu'on vous pose, c'est deux questions simples. Est-ce que, selon vous, il ne manque pas des flèches? Est-ce que, selon vous, il ne manque pas des cases? Voilà. Est-ce qu'il ne lui manque pas une case? En plus, il y a le soleil qui est contre nous. Ah là là, alors. Bon, je vais le faire autrement. Ouais, il va le faire autrement. Donc, ça marche, ça? Oui. Ça marche? Non, ça marche pas. The other one? Là, ça marche. Donc, c'est le tableau, le schéma est assez simple. On nous distingue deux types d'agents, de ce qu'on appelle des agents à capacité de financement et des agents à besoin de financement. Les verts, les oranges, déjà la symbolique des couleurs. Celui qui a de la capacité de financement, c'est celui qui, une fois qu'il a payé tout ce qu'il avait à payer, le reste de l'argent, il ne sait pas trop quoi en faire. Celui qui a besoin de financement, c'est que quand il veut manger ou faire quelque chose, il a besoin qu'on lui prête de l'argent. Ou s'il veut acheter une machine. Voilà, une machine, une autre, peu nous importe. Ou s'il a un déficit, on ne sait jamais. Mais enfin, quand même, notons que c'est en vert d'avoir une capacité de financement. Et puis on nous dit, comment ça se passe les choses? Les agents qui ont des capacités de financement, qui ont de l'argent, qui ne savent pas quoi faire. Vous savez, ceux qui ont de l'argent qui ne savent pas quoi faire, par exemple, c'est un ancien ministre qui va planquer 400 millions en Suisse. Et quand tu vas planquer 400 millions en Suisse, c'est que tu n'as pas besoin des 400 millions, non? Vous planquez 400 millions en Suisse? C'est donc que tu n'as pas besoin d'argent, c'est bien ça le principe. Donc, ils nous disent, ils peuvent faire des dépôts dans les banques. Et fondamentalement, grâce à ces dépôts, c'est ça que disent les flèches, grâce à ces dépôts, la banque va faire des prêts à ceux qui ont besoin. Ils peuvent aussi aller sur les marchés financiers, acheter des titres, et eux, évidemment, pour ceux qui ont la capacité à vendre des titres, par exemple l'État français, la CADES pour la sécurité sociale, parce que vous allez faire les 80 ans de la sécurité sociale, la CADES vend des titres sur les marchés financiers, ce qui évidemment permet, si je vends mes titres et que les autres les achètent, je peux me financer.
Titre d'emprunt, donc vous voulez emprunter, vous vendez un titre d'emprunt et ceux qui veulent prêter vous achètent votre titre d'emprunt. Et on nous explique, c'est le schéma, qu'il existe un marché des fonds prêtables, c'est-à-dire que, on ne sait pas trop ce que c'est, on y reviendra, mais certains nous expliqueront, les agents qui ont une capacité de financement, passant par ces marchés, vont permettre de satisfaire les besoins de financement qu'auraient les autres agents. Ça va pour le schéma? Maintenant, j'ai des questions. Allez, soyez pas timides. Il manque pas des flèches? Il manque pas des cases? Ben oui, à minima quand même. À minima, on se doute bien que les banques, elles n'interviennent pas sur les marchés financiers. C'est étonnant, hein? Là, ça laisse entendre, vous voyez, qu'il y aurait une espèce de séparation, fragmentation. Les banques n'interviennent pas sur les marchés financiers. Facile d'expliquer la crise de 2008. Les banques ne vont pas sur les marchés financiers. La crise des subprimes, c'est donc la faute de je ne sais pas qui, mais pas des banques, puisqu'elles ne vont pas sur les marchés financiers. Si on savait. Et alors, il y a une autre question à partir de ce schéma. Les intermédiaires financiers, banques, je suppose que tout le monde, même sans avoir fait de l'économie, tout le monde sait que ça existe une banque. Vous êtes nombreux à être allés sur le marché des fonds prêtables? Le marché des fonds prêtables, celui qui est en haut. Vous savez où il se trouve? Non, mais le marché des fonds prêtables, la banque on sait. La banque on sait où elle est. Mais le marché des fonds prêtables, vous savez où il est? Vous avez des chances de ne pas le trouver, parce que c'est une pure abstraction. Ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas de sens, soyons clairs. Mais il y a quand même un petit détail déjà qui manque à ce schéma, c'est de spécifier aux élèves, parce que c'est quand même eux les interlocuteurs et les utilisateurs de ce genre de schéma, qu'on ne parle pas de la même chose. Un élève sait ce que c'est qu'une banque, comme tout le monde, on va dire. Il ne sait pas forcément comment ça marche avec ceci et cela, mais il sait ce que c'est qu'une banque. Le marché des fonds prêtables, c'est une notion purement théorique, et qui plus est, même un manuel de sciences économiques et sociales de première a lâché l'information. C'est une notion théorique qui n'est pas reprise par toutes les théories économiques. Autrement dit, tous les économistes ne parlent pas en termes de marché des fonds prêtables. Et voilà qu'il est là, en compagnie des banques, etc. Sur le plan épistémologique, pour oser un grand mot, ça me défrise. Et alors évidemment, pour nous, il y a un grand absent, même si alors on pourrait se dire, c'est écrit, elle est où la Banque centrale? La Banque centrale, ça ne participe pas au financement de l'économie? Vous voyez, donc, la manière, vous voyez, c'est ça un schéma, c'est bien comme on raconte comment seraient, entre guillemets, les choses. Là, dans ce schéma-là, qui est présenté donc aux élèves, il n'est pas fait mention du rôle spécifique qu'est censé jouer la Banque centrale dans le financement de l'économie. Son rôle de prêteur en dernier ressort, et que sais-je encore, je veux dire. Donc, simplement pour dire, vous voyez, une fois, et c'est peut-être pas anodin de ne pas présenter la Banque centrale, qui renvoie évidemment à peut-être à une intervention étatique ou quelque chose de ce type-là. Donc vous voyez, il y a bien dans la manière de raconter, de décrire l'économie, des choix extrêmement importants qui sont faits et qui ne sont pas sans, entre guillemets, sens par rapport aux réflexions qu'on peut avoir. Juste pour compléter, dans les temps relativement anciens, autrement dit il y a encore 15 ans, les élèves de première, avant de commencer à travailler sur le financement de l'économie, apprenaient comment la monnaie était créée. On commençait par parler de la monnaie en tant qu'institution, et on apprenait comment elle était créée. Et ce n'est qu'après qu'on parlait du financement de l'économie.
Après, ça veut dire quand les élèves étaient censés savoir que, par exemple, ce schéma, eh bien, j'aurais présenté ça le jour de mon concours, je me prenais une gamelle. Parce que pour les gens qui ont fait un peu d'économie, ils nous laissent croire que les banques sont des intermédiaires financiers. Autrement dit, qu'elles ne peuvent prêter de la monnaie qu'à partir des dépôts qui sont faits dans leur compte. Ce qui, sur le plan théorique, est plus que contesté. Mais dans la réalité, faux. Et en plus, dans la réalité, faux. Donc, on fait prendre beaucoup de vessies pour des lanternes. Et pourtant, c'est bien écrit. Dernier exemple, hein, on ne les multiplie pas, on va s'arrêter à 3. Oui, Mais c'était pour vous, monsieur, exprès pour vous, pour répondre à votre question. On va parler des travailleurs, entre guillemets, et du marché du travail. des travailleuses, camarades. Et des travailleuses. Et donc là, on vous propose un exercice qui est une recommandation, mais peut-être explique-nous ce que c'est qu'une fiche et du SCOL. Alors, la fiche et du SCOL, donc il y a ici des extraits, c'est une fiche publiée par le ministère de l'Éducation nationale depuis une quinzaine d'années à peu près. C'est une fiche d'accompagnement des enseignants. On a, à partir du début des années 2000, le ministère a considéré qu'il était intéressant de produire des fiches de ce genre pour permettre aux enseignants, en cas de changement des programmes, pour leur permettre de trouver à la fois donc, des références théoriques, des exemples d'exercices à mettre en œuvre en classe, etc., etc. Ce sont des fiches d'accompagnement, et donc j'insiste bien, qui, à la différence des manuels, sont une production institutionnelle. C'est une production du ministère, une production de l'État. C'est le ministère de l'Éducation nationale qui commande à des spécialistes la rédaction de ce genre de fiches. Donc c'est quand même quelque chose qui a une valeur, sinon officielle, en tout cas une légitimité donnée par le ministère. Donc vous l'avez compris, c'est un exercice qui peut être proposé, c'est pas une obligation, qui peut être proposé et autres. Alors, camarades travailleurs, qu'est-ce qui nous est dit dans cet exercice? Je lis, peut-être tu arrives à lire ou pas? Non. Allez, vas-y, lis. Donc l'exercice est formulé comme ça. Sur la base des deux représentations graphiques précédentes, donc on vous mettra la précédente après, on peut mettre en exergue le caractère contrasté des effets théoriques d'une hausse du salaire minimum sur le taux de chômage. Premier point, on nous dit, si le salaire minimum est situé au-dessus du salaire d'équilibre du marché du travail, le modèle indique que le chômage est aggravé par cette hausse. J'espère que ça te plaît quand même. Il est donc dit clairement, si vous augmentez le chômage, vous créez, le SMIC, vous créez du chômage. Voilà, si vous augmentez les salaires, le salaire minimum, non, c'est si vous augmentez le salaire minimum que ça. Non, alors le salaire d'équilibre, tu peux commenter? Alors le salaire d'équilibre, attends, je vais passer. Le salaire d'équilibre, dans la théorie, il est présenté comme étant, tu as l'offre des travailleurs, c'est-à-dire leur proposition pour travailler, combien de salaire ils veulent contre combien d'heures de travail ils veulent avoir, donc c'est la courbe qui monte. Ils ont une marchandise et ils demandent un prix. Voilà. Tu as la demande des entreprises, c'est la courbe qui est décroissante, et donc le croisement des deux te donne le salaire d'équilibre. Elle n'est pas belle la vie. Puisque la particularité de le présenter par un marché du travail, c'est de considérer que le salaire est représentatif de tous les éléments de ce qui devrait constituer le contrat de travail. Ça synthétise toute l'information. Donc tu peux mettre ce que veulent les entreprises et les ménages sur un même graphique. Et du coup, comme l'un est croissant et l'autre décroissant, tu trouves un point tel que si tu te situes à ce salaire-là, et bien évidemment l'offre et la demande se situent au même niveau, d'où le nom de salaire d'équilibre.
Et ce qu'enseigne normalement la théorie là-bas, de base, mais c'est la théorie du marché tout court, celle qui est présentée, c'est que si le marché fonctionne normalement, je ne reviens pas sur les conditions, ce que c'est entre guillemets normalement, si le marché fonctionne normalement, l'offre et la demande se rencontrent en ce point d'équilibre, et donc le marché, c'est le processus qui permet de déterminer le prix qui permet l'équilibre. Le marché, c'est un processus de détermination des prix. C'est un modèle de détermination. Évidemment, le salaire minimum, ce n'est pas déterminé par le marché, puisque c'est une décision étatique. D'où le fait, évidemment, qu'en réalité, il y a trois possibilités. Première possibilité, l'État prendrait un salaire minimum qui est égal au salaire d'équilibre. Mais il ne se passerait rien. Le niveau d'emploi on serait exactement là. Deuxième décision, celle qu'on vient d'interpréter, si le gouvernement, trop sensible aux revendications des camarades, augmente le salaire minimum, eh bien vous vous retrouvez avec du chômage. Mais plus intéressant dans cet exercice, il nous est dit, si, à l'inverse, si le salaire minimum est situé au-dessous du salaire d'équilibre du marché du travail, le modèle indique que cette hausse ne génère aucun surcroît de chômage. Fan de chichoune. Mais, enfin, moi je ne suis pas très bon dans ces modèles-là, mais quand même, qui accepterait d'être payé un salaire minimum inférieur au salaire d'équilibre? Personne, non. Mais personne ne connaît le salaire d'équilibre. C'est un truc théorique. Le salaire d'équilibre, on ne le connaît pas. C'est quelque chose de purement théorique. Pour que le salaire d'équilibre existe, je vais vous choquer, il faut d'abord qu'il y ait un marché du travail. Oui. Et ça... Il faudrait d'abord qu'il y ait un marché du travail. Bon, moi je vous dis, pour qu'il y ait un marché du travail, il faut quand même des conditions un petit peu particulières, et je ne sais pas ça. Faudrait-il qu'il y ait un marché du travail assez homogène, pas trop segmenté? Et même cela étant, on ne sait pas. Alors on pourrait laisser faire et dire laissons faire et voyons voir ce que ça va donner on y reviendra tout à l'heure. Peut-être que le salaire c'est aussi un rapport social, non? Et donc ça va peut-être pas se résumer. Et donc c'est de la théorie, on est bien d'accord. Ils le disent bien, c'est un modèle théorique. Mais si le gouvernement, comprenez ce que ça veut dire? Il y a un marché du travail qui fonctionne avec un salaire d'équilibre. C'est-à-dire que les entreprises, à minima, proposent, je dis une bêtise, 15 € de l'heure. Le gouvernement dit, moi je fais une loi, j'impose le salaire minimum à 12 € de l'heure. Mais qui va travailler à 12 € de l'heure? Puisque les entreprises proposent 15. Alors évidemment, vous pouvez monter, ça va strictement rien changer, sinon on est bien d'accord. Ça va avoir aucun effet. Le salaire minimum dans le modèle n'a d'effet en réalité, évidemment, que s'il est situé au-dessus du salaire d'équilibre, et s'il est situé au salaire d'équilibre, c'est l'autre schéma qu'ils nous font, il génère mécaniquement du chômage. Pourquoi? C'est la courbe verte. Le salaire d'équilibre, c'est étoile, le SMIC, c'est le trait vert, et bien il nous dit qu'à ce moment-là, la quantité que veulent travailler les travailleurs, c'est celle-là. La quantité que veulent embaucher les entreprises, c'est l'intersection du vert avec du bleu, c'est ici. Et bien la différence entre les deux, ce qui représente ici, c'est le chômage. Voilà, c'est l'offre de travail qui ne trouvera pas de demande. Et c'est la faute au SMIC. Nous, une nouvelle fois, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on raconte aux jeunes. On leur raconte. Alors on a le droit d'être d'accord, pas d'accord. Vous voyez, nous on ne se pose pas la question. Ce qu'on leur raconte, c'est que une des causes du chômage, ça peut être un salaire minimum trop élevé. C'est ça qui est raconté à nos chères petites têtes blondes, et pas que. Mais, vous voyez, et c'est ça le processus qu'on vous évoque, c'est quand on fait de l'enseignement, et de l'économie en particulier, oui, on raconte quelque chose sur le fonctionnement de notre société. Eh bien, le discours là qui est porté par la recommandation ministérielle, la possibilité ministérielle, c'est de dire, oui, le chômage trouverait son origine, pourrait trouver son origine dans un niveau de salaire minimum trop élevé. Je ne sais pas si vous voyez de suite, si vous posez la question aux étudiants, aux élèves, quelle est la recommandation de politique économique? Vous gagnez trop.
faut baisser le salaire minimum. Hein. Si vous voulez faire disparaître le chômage, la réponse théorique, c'est qu'il faut faire baisser le salaire minimum. Donc, juste une petite précision. Aujourd'hui, on parle en ces termes parce que, pour reprendre les termes d'Émile Durkheim, un sociologue, un des fondateurs de la sociologie à la fin du XIXe siècle, l'enseignement a pour fonction d'offrir une image idéalisée de la société. Voilà. Et donc, ce qu'on nous raconte là, c'est que notre société, dans l'idéal, c'est une société de marché, au pluriel. Et il y a des marchés pour tout. Hein? Oui. Mais à condition qu'il n'y ait pas des acteurs ou des agents qui mettent leurs grosses pattes dans le fonctionnement, parce que ce n'est plus idéal. Alors maintenant qu'on a caractérisé, vous voyez, on a vu un peu les implications des évolutions qu'on avait décrites, quand même, Yves, rappelle-nous, c'était quoi le projet initial des sciences économiques et sociales? Et oui, le projet initial, donc je reviens au contexte. Nous sommes dans les années 60, et si ce n'est pas encore 1968 et l'explosion du printemps, c'est un capitalisme en France où, par exemple, on vous parle de planification. Tout à l'heure, Hervé rigolait en citant ce collègue, cet ancien professeur de sciences économiques et sociales, qui disait non, ça n'a pas changé. Ce même collègue, lors du même séminaire de recherche, nous l'avions interpellé en lui disant « Tu te rappelles que tu as enseigné la planification ?» Et lui de se récrier « Moi ? Enseigner la planification ? Jamais !» Et pourtant, je veux dire, ce collègue, c'est un militant de l'Association des profs de sciences économiques et sociales, à gauche, toutes. Hein. Mais c'est quand même curieux de voir que 40 ans après, il a oublié, ou il a effacé de sa mémoire qu'il a enseigné la planification. Dans les années 60, on parlait de planification indicative. On expliquait aux élèves ce que c'était la différence entre la planification indicative en France et la planification impérative dans les pays tels que l'Union soviétique. Entre autres choses. Et aujourd'hui, évoquer planification, ça revient à la mode parce qu'il y a eu un moment, il y a un gars qui a été nommé commissaire à la planification. On ne citera pas de nom. Mais bon, planification écologique, bien sûr. Donc c'était la planification, c'était l'époque où les comités d'entreprise pouvaient demander à des sociétés spécialisées d'expertise de proposer des contre-expertises sur ce qui se passait dans les boîtes. C'était l'époque où le syndicalisme avait une place reconnue, etc., etc., etc. Je ne vais pas enfiler des perles trop longtemps. C'était un autre capitalisme. C'était le capitalisme, mais c'était un autre capitalisme. Et c'était une époque, d'autre part, où on ne cherchait pas à former de futurs experts en sciences économiques, mais plutôt des citoyens critiques. Alors déjà, citoyen, c'est lourdingue, alors citoyen critique. Donc on vous a mis, pour bien caractériser ça, la directive de 67, celle qui dit, voilà ce qu'on va faire, je la lis pour tout le monde, conduire à la connaissance de nos sociétés actuelles et de leurs mécanismes, établir une relation jusque-là incertaine entre culture, réalité économique et sociale. Aujourd'hui, sur les mêmes directives, qu'est-ce qu'on nous dit? L'enjeu de l'enseignement, contribuer à la formation civique des élèves par une meilleure connaissance et compréhension des grands enjeux économiques, sociaux et politiques. Alors, juste peut-être question, pour revenir sur le concept essentiel de capital. Je lisais l'autre jour
sur le site de la revue Alternative économique un article sur l'évolution récente de l'économie turque. Et était cité un économiste du Centre d'économie de prospective internationale, le CEPI, donc un organisme qui a pignon sur rue en France, et qui disait « La tendance est très claire depuis le début des années 2000, grosso modo, la croissance économique s'est accompagnée d'une modification de la répartition entre les revenus qui vont au travail et les revenus qui vont au capital, au profit des revenus du capital. » Mais dites-moi, moi je suis un élève, je zappe sur le site de l'Interco, je dis « Revenu du capital ?» C'est quoi le capital? Ah oui, Bourdieu, vain Dieu. Alors, Regarde le micro. Piketty. Regarde le micro. Piketty qui est d'accord avec Bourdieu pour dire le capital, et il a écrit un bouquin, paraît-il, hein, le capital au XXIe siècle. Le capital, c'est simple, c'est les revenus et les patrimoines. Comme Bourdieu, le revenu et le patrimoine. Alors, comment ça marche? Comment on peut expliquer à des élèves la phrase de l'économiste en question qui dit, voilà, la croissance s'est accompagnée d'une transformation de la répartition au profit des revenus du capital, au profit des revenus et du patrimoine. Ça marche comment, ça? Un, il faut s'adresser aux sociologues pour savoir ce que ça veut dire. Deux, je ne suis pas plus avancé avec cette histoire-là. Donc peut-être que quand l'objectif fixé est de permettre aux élèves de participer au grand débat du moment, je ne suis pas sûr qu'il soit atteint. Alors, juste pour finir, nous, ce qui nous semble, c'est que voilà, il y a 3 points sur lesquels il nous paraît important de revenir. Le premier, c'est que, et je crois qu'on a essayé un peu de le montrer, mais on peut peut-être aller un tout petit peu plus loin, il y a ce qu'on appelle des effets de lexique, c'est-à-dire qu'il y a des mots qui, à une époque, sont plus entendables que d'autres. Dire marché aujourd'hui, ça ne pose pas de problème, dire marché du travail, du logement et de que sais-je, ça pose pas de difficulté, hein. Je vous donnerai juste l'anecdote suivante. J'étais au Conseil national des universités et bon, on se présentait tous et je finis par dire moi je travaille sur la thématique du logement. Et il y a un collègue à côté de moi qui me dit moi aussi je travaille sur le marché du logement. Et je lui dis moi je travaille sur la question c'est est-ce que ça existe le marché du logement? Alors il me regarde, il me dit moi je me suis jamais posé la question. Je lui dis c'est bien le problème. Et donc, je vais donner un micro. Et oui. Et juste pour en rajouter une couche, qui vous fera un clin d'œil, à une époque déjà lointaine, j'intervenais à l'Université populaire de Narbonne. Et donc, j'avais notamment travaillé avec les personnes présentes sur emploi. Et le marché du travail, quel sens donner à ce concept. Et puis, on se retrouve 15 jours plus tard, et une des personnes présentes me dit non, j'ai pas été déçu, je suis allé l'autre jour à une conférence à la fac de Perpignan sur les problèmes d'emploi, et il y avait des gens à la tribune, et à un moment je les ai interpellés en leur disant mais pourquoi vous parlez de marché du travail? Vous pouvez définir ce que... Et là, après un moment de sidération, il y a une des personnes à la tribune qui a dit mais comment voulez-vous qu'on parle autrement? C'est ce qu'on appelle un effet de lexique. Là, je précise, quand on parle d'effet de lexique, on ne veut pas parler des lexiques de fin de manuel. On parle du lexique au sens de l'ensemble des mots que nous utilisons quotidiennement, les mots par lesquels nous nous faisons comprendre les uns et les autres. Et donc, voilà, marché du travail. Tout le monde va comprendre, même si personne ne sait forcément le définir. Mais tout le monde, marché du travail. Alors que quoi? Alors qu'on pourrait rappeler que, après la Seconde Guerre mondiale,
quelques économistes, dont un tiendra d'ailleurs le premier, le prix Nobel, étaient un peu énervés parce qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'État pouvait intervenir et paraissait légitime. Et donc ils sont associés dans une société, la société du Mont Pèlerin, pour dire il va falloir qu'on se mobilise parce que leur enjeu c'était que leurs mots à eux soient les mots utilisés par tout le monde. Eux, ils avaient compris longtemps avant nous peut-être que le choix des mots que l'on utilise pour parler des choses, c'est quelque chose qui est très important. Et je ne vous cache pas, ils ont pour partie réussi. Il y a des mots, tu l'évoquais tout à l'heure, on ne parle plus de prolétaires. Et alors, la personne dont il parle, c'est Friedrich Hayek, qui au départ s'appelait Friedrich von Hayek, et qui, après avoir dû s'exiler, après l'Anschluss, après avoir dû s'exiler au Royaume-Uni, a décidé de se débarrasser de sa particule, et qui est considéré comme un des principaux représentants de l'économie néoclassique sous sa version, là, on n'insistera pas, mais sous une version particulièrement radicale qui en a inspiré depuis. Et Friedrich Hayek a été invité en 1981 à Santiago del Chile. 1981. D'accord ? Il est invité à Santiago del Chile parce que c'était des Chicago Boys, c'est-à-dire des économistes formés à l'université de Chicago. Et dans le prolongement des théories de Hayek, c'était des Chicago Boys qui avaient été appelés par le dictateur de l'époque pour... alors c'était pas la tronçonneuse à l'époque, mais pour mettre quand même l'économie en ordre. Et la phrase de Friedrich Hayek en 81 va nous permettre de pousser un peu plus loin le bouchon. Il dit « Je préfère un dictateur libéral plutôt qu'un gouvernement démocratique sans libéralisme. » Donc voilà. In memoriam Friedrich Hayek. Donc voilà, première chose pour nous, il est évident que ça marche pas. Celui-là décide. Je reprends celui-là. La première chose qui me paraît, c'est que voilà, il y a des mots. C'est pas pour nous, c'est pas Monsieur Tirole, non. Donc il y a des mots qui, à une époque donnée, passent et qui, à d'autres époques, passeraient pas. Et à l'inverse, il y a des mots, des auteurs qui sont difficiles à enseigner parce qu'ils sont moins dans l'air du temps. Et donc, évidemment, aller contre l'air du temps, et quand on est enseignant, c'est une question qui se pose, peut-on parler contre l'air du temps? C'est quelque chose qui est très difficile, parce qu'on sait qu'on ne sera pas nécessairement entendu, ou peut-être pas entendu comme on espérait être entendu. Il y a une deuxième chose qui nous paraît évidente, pour nous, c'est qu'il y a un appauvrissement de la discipline. Je vais vous donner deux petits exemples très connus. Aujourd'hui, c'est un truc, alors c'est à la mode, pas mal, c'est la théorie des jeux. La théorie des jeux, c'est un truc super intéressant. Tu dis par exemple le fameux dilemme du prisonnier, il y a deux prisonniers qui sont chacun dans une cellule, et donc tu vas raconter une société, je ne vais pas faire l'exemple parce qu'il ne m'intéresse pas, mais tu vas construire une société purement théorique dans laquelle il y aura deux individus qui pourront jamais discuter entre eux. Jamais, ils pourront discuter entre eux, parce que c'est le principe du modèle, il ne faut pas qu'ils discutent entre eux. Ils ont des stratégies qui ne peuvent pas changer, c'est comme ça. Et oui, parce que s'ils discutaient avec les autres, peut-être changeraient-ils leur stratégie. Et de là, vous en tirez des conclusions. Alors, des conclusions qui sont tirées, une nouvelle fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'un modèle théorique qui n'existe pas. Il y a un autre exemple qui a fait donner un prix Nobel. Qui est purement abstrait. Oui, voilà. Un autre exemple, c'est, tout à l'heure, pour ne pas le citer, il dit, voilà, imaginez que vous soyez à un aiguillage de train, un train arrive, soit il va tout droit et il va écraser 5 personnes, soit vous tirez la manette, ça dévie le train va dans le mur et ça tue tous les passagers du train. Question économique, parce que la théorie des choix, qu'est-ce que vous faites? Bon, moi j'ai envie de te dire, tu te réveilles, car ça n'arrive pas. C'est une question qui n'arrive pas. Jamais tu te retrouveras, je pense qu'il y a peu de chances, la probabilité, on pourrait essayer de la calculer, elle est infime de te retrouver
au truc, en train de la manette, et en plus je crois que c'est automatisé aujourd'hui, donc je vois pas ce que tu ferais avec ta manette. Et donc, vous voyez, mais de là on va en tirer des conclusions. Et donc, si parler de l'économie, parler de la société, puisque c'est ça hein, l'objet des économistes, c'est quand même parler de la société, c'est ramener à des exemples complètement théoriques, abstraits, qui n'existent pas, pour en tirer des règles générales, voyou, on devrait quand même s'interroger. Et oui. Et alors, à propos d'appauvrissement, c'est le cas justement de le dire, eh bien, on a dit que le capital était un concept essentiel tout à l'heure. Alors, apparemment, on a vu qu'il l'a été. Alors, aggravons le cas du manuel de 1999 que nous avons cité. Parce que, justement, il faisait du capital un concept essentiel, eh bien, il consacre 2 ou 3 pages, non seulement à le définir, mais à montrer qu'il y a différentes conceptions. Mais vous imaginez, différentes conceptions. Et vous avez Jean-Marie Albertini, par exemple, qui était à l'époque un vulgarisateur qui travaillait au CNRS, qui dit, n'oublions pas que le capital, c'est du travail en boîte. Alors déjà, lui, il n'aurait pas eu la prime au mérite. Et puis bah, il cite Karl Marx. Et il dit, voilà, pour Karl Marx, le capital est un rapport social de subordination et d'exploitation. Tout de suite, les grands mots. Et ça, c'est, vous vous rendez compte, c'est présenté à des élèves, à des jeunes esprits malléables. 17, 18 ans, on vient leur dire que tout le monde n'a pas les mêmes conceptions du capital, il y a différentes théories. Et que parmi ces théories, il y en a qui disent, alors il y en a qui disent que le capital c'est des moyens de production, ça rend des services comme n'importe quoi peut rendre des services. Et puis d'autres qui disent, non, le capital c'est un rapport social et il est central dans notre société. Effectivement, on comprend pourquoi on dit que le capital est un concept essentiel, parce qu'avec ça, effectivement, on peut comprendre pourquoi on parle de capitalisme, on peut comprendre pourquoi on parle d'exploitation. Aujourd'hui, pour chercher le mot exploitation dans le programme de terminale, dans les manuels de terminale, parce que le programme n'y est évidemment pas, il faut aller dans les regards croisés, ou alors dans le chapitre de sociologie qui s'intitule « Comment se structure la société française ». Et là, on nous dit, selon la théorie de classe sociale de Karl Marx, il y aurait exploitation des travailleurs. J'ai trouvé un seul manuel où, non pas dans la synthèse du chapitre, mais dans un document proposé éventuellement à l'étude des élèves, Jean-Pierre Durand, sociologue marxiste, Jean-Pierre Durand donc dit effectivement que les salariés tirent leurs revenus de leur travail et les entreprises, les propriétaires des entreprises tirent leurs revenus de l'exploitation du travail salarié. Sur l'ensemble des manuels que j'ai examinés, sur l'ensemble des manuels de classe terminale, vous avez un document proposé à l'étude, donc rien ne dit qu'il aura été étudié, qui pointe ça. Et nous ne sommes pas dans la partie économique. Les économistes ne parlent plus d'exploitation, ils ne parlent plus de capital, ils parlent de marché. Donc vous l'avez compris, entre les effets de l'éthique, l'appauvrissement de la discipline, on est tous très embêtés. Or, et c'est pour ça qu'on a intitulé la conférence comme ça, l'enseignement, et de l'économie en particulier, ça a des effets dans le long terme. Oh, moi je suis enseignant depuis pas loin de 30 ans, je ne me fais pas d'illusions, c'est pas ce que je leur apprends aujourd'hui, qui vont, avec un peu de chance, ils savent me le réciter, et encore, ça se discuterait, et je suis certain que 3 ans après, ils ne se rappellent plus nécessairement. Non, les effets à long terme de l'enseignement, c'est ce que Keynes évoquait sur les hommes d'action. C'est-à-dire que demain, tu vas mobiliser sans le savoir, un savoir qu'on t'aura enseigné. Mais tu ne te rappelles plus qu'on te l'a enseigné nécessairement. Tu ne te rappelles pas que c'est une théorie et autres. Tu vas le mobiliser d'une certaine manière spontanément parce que tu l'auras en fin de compte intégré. Et tu ne te rappelleras pas
Alors vous allez me dire, ouais, tu dis ça, c'est théorique. Je vous prends un exemple. Un vrai. Hein. Imaginons que vous soyez allé à l'ENA et que vous essuyez les enseignements économiques à l'ENA, on vous aurait certainement appris un modèle en marché du travail qui s'appelle le modèle du tir au flanc. Le principe du modèle du tir au flanc, c'est tu finis par expliquer que si les gens sont au chômage, c'est parce que, en fin de compte, ils le veulent bien, ils ne cherchent pas vraiment à bosser. Le lendemain, tu te retrouves président de la République et tu expliques qu'il suffit de traverser la rue. Mais tu ne fais pas référence au modèle, tu n'as pas besoin de faire référence au modèle, tu ne sais même pas que c'est un modèle. Sauf qu'en réalité, le modèle, on te l'avait enseigné. Et vous voyez, pour nous, la réflexion, l'enjeu de l'enseignement de l'économie, il est là. C'est pas ce que l'élève va vous ressortir et autres, non. C'est la construction que tu auras fait, la représentation que tu auras participé à faire, qu'il se fait lui-même de la société, qu'il se fait lui-même des rapports humains. C'est ça l'enjeu de l'enseignement de l'économie, de la réflexion. C'est bien, qu'est-ce qu'on va... Et évidemment, il y a aussi quelle valeur, Yves. Et oui, parce que, là on va faire un rapide panorama. On peut dire que jusqu'aux années 70, grosso modo, l'égalité était une valeur relativement partagée. Et, par exemple, en 1974, Jacques Chirac, Premier ministre récemment nommé, fait adopter par l'Assemblée nationale une loi créant l'autorisation administrative de licenciement et fixant à 90% du salaire précédent le niveau d'indemnisation des chômeurs. Et ça passe comme une lettre à la poste. Parce que, à l'époque, la majorité, manifestement, des Français pensent en termes les chômeurs sont des victimes. Pensent en termes il faut chercher l'égalité entre les êtres. Et puis, tournant des années 80, 79-80, Reagan, la Californie, la révolte, j'essaye de mettre des guillemets, c'est pas facile, la révolte des contribuables. Il y a des contribuables qui ne veulent plus payer d'impôts. Ça me fait penser à un type qui s'appelle Éric Lombard, qui a déclaré récemment qu'il était de la gauche qui ne veut pas augmenter les impôts. Non, qui n'aime pas les impôts, pardon. Et il est ministre de l'économie. Hein? Mais de gauche. Ah, mais de gauche, comme chacun sait. Mais il est de la gauche qui n'aime pas les impôts. Brave garçon. En 1974, Chirac, de droite, a fait voter ces textes. Il était de droite. Hein. La société, y compris à droite, je ne parle pas de l'extrême, la société pensait égalité. Elle ne pensait pas qu'égalité, elle pensait aussi liberté. Mais c'était la liberté chantée par Paul Éluard dans la Résistance. La liberté d'aujourd'hui, c'est tronçonneuse. Hein? Le mot d'ordre de Javier Milei, président de l'Argentine, qui se dit économiste lui aussi. Et la liberté, carajo! Hein? Et la liberté, bordel! Cette liberté, c'est celle de Pinochet et Hayek. Et cette liberté-là, elle a pris la place dominante depuis que le chômage est devenu un chômage de masse. Depuis qu'avec le chômage de masse et durable, de plus en plus de salariés se sont dit que finalement, bah oui, chacun devait jouer pour sa pomme. Chacun pour soi. Et le collectif là-dedans, bah, quand on aura des loisirs. Merci, à vous la parole. Voilà, je prends le temps à quelques questions. Juste un mot, les 30 glorieuses, c'est une question. C'est vrai ou c'est... Vas-y. Ah. Des questions que je pose. Non, mais Alors, intéressant. là, c'est une question très intéressante. Alors, pourquoi c'est difficile à répondre? C'est parce qu'à vrai dire, on prépare une conférence la semaine prochaine sur les 30 glorieuses. Donc, je ne vais pas refaire la conférence qu'on prépare la semaine prochaine.
Je te répondrai en 2 temps. Tout ça, ça dépend ce que tu veux regarder. Si tu fais référence à Fourastier, Jean Fourastier, celui qui écrit le livre en 79 qui s'appelle Les 30 Glorieuses, qui donne le nom à la période, il caractérise les 30 Glorieuses comme étant le niveau de vie des Français s'est élevé, le confort matériel des Français s'est élevé. Si c'est ça la mesure, si c'est ça la mesure des 30 Glorieuses, la réponse, oui, le niveau de vie des Français a augmenté, oui, le confort des Français a augmenté. Si c'est dire qu'il y a eu modernisation de l'économie, faudrait-il s'entendre déjà sur ce qu'est modernisation. Mais, voyez, puisque je suis à 3, j'ai bien compris que je peux en parler comme ça, dire qu'il y a eu une modernisation de l'économie française, on pourrait discuter. Par exemple, est-ce que vous savez qu'en 1975, il y a moins de lignes ferrées, de trains ferroviaires en distance qu'il y en avait en 1946? Est-ce que vous savez qu'il y a moins de locomotives en 1975 qu'en 1946? Vous voyez, alors, tout ça, c'est pour ça que je dis ça dépend des indicateurs que l'on prend. Ça dépend les indicateurs que l'on prend. Mais juste, Fourastier, parce que ce qui est assez étonnant, c'est que tout le monde reprend l'ouvrage de Fourastier, mais personne ne va à la conclusion de Fourastier. La dernière phrase de Fourastier dans l'ouvrage, il écrit en 79, la situation de la France en 1979 est pire que ce qu'elle était en mai 40, la veille de l'invasion allemande. Il estime, vous voyez, contrairement, on pourrait se dire, est-ce que ça a été formidable, merveilleux? Il dit, oui, il y a eu amélioration du confort des Français, oui, il y a eu amélioration du vie, mais la France, elle n'est pas mieux. Donc, tu vois, ça m'est difficile de te répondre. Tout ça, ça dépend de ce qu'on va y mettre. Et puis, aujourd'hui, on fait une lecture complètement autre. On va aujourd'hui regarder les 30 Glorieuses, c'était un peu la question, sur la question environnementale. Donc, évidemment, on va dire, ah bah oui, mais il y a eu de la destruction et des choses comme ça. Donc, je serais incapable de répondre, moi, s'il y a eu... Tout ça, ça dépend, les critères qu'on va retenir. Les locomotives, c'est la faute des résistants. Le problème du train, tu as raison. Aix-en-Provence, par exemple, est une ville qui non seulement n'a pas voulu de sésame, mais n'a pas voulu de gare non plus. Pas pour les mêmes raisons, encore que. Mais ils ne voulaient pas de gare parce que quand il y a des gares, il y a des prolos. C'était clair, hein? Donc, les prolos, qu'ils aillent sur Marseille. Marseille, c'est un ramassis de toutes ces classes dangereuses. À Aix, on sait se tenir, donc on veut ni Cézanne, ni les prolos. Et le train, c'est ça. Le train, c'est les cheminots. Alors que, vous le savez peut-être parce que c'est pas si loin ce que je raconte, mais parmi les emplois de rechange qu'on a proposés aux sidérurgistes il y a 40 ans, il y avait notamment devenez chauffeur routier, mettez-vous à votre compte. Jean Fourastier disait l'automobile, la grande souveraine. Bon. Oui, il y a une question. Tu as un mot à dire, Alain? Vas-y. Dis pas pour les livres. Il y a une question? Oui. Peut-être la question a été posée avant que j'arrive, je voudrais juste demander comment les nouvelles formes de monnaie sont intégrées dans la masse monétaire. Il n'y a pas le... Je pense que c'est la monnaie numérique. Comment le système éducatif intègre. Comment il intègre cette façon de penser? Merci, monsieur. Hein? Donc, je m'appelle Achille. Je suis originaire du Gabon. Je suis aussi ici. Donc, je voulais savoir comment le système éducatif, notamment l'enseignement des sciences économiques et sociales, intègre les nouvelles formes de monnaie dans l'analyse monétaire. Autrement dit, est-ce que la notion de masse monétaire a encore un sens aujourd'hui avec de nouvelles formes de monnaie? Je veux parler de bitcoins. La question, c'est est-ce que c'est une monnaie? Voilà, je vous remercie. Ouais. Alors, moi, je peux répondre a cappella. La première question que je poserais, c'est es-tu certain que le Bitcoin
est une monnaie. Est-ce que c'est une monnaie? Ce qui reviendrait, vous voyez, toujours pas la même chose. Mais définissons d'abord ce que l'on appelle une monnaie. Et toi, et je ne suis pas certain, moi, spontanément, que le Bitcoin c'est une monnaie. Que ça soit un instrument financier, assez malin et autres, puisque tu n'aurais pas de compte, mais à chaque fois que tu fais une opération, cette opération serait retracée, de sorte que quand tu veux faire une opération, il faut miner pour voir si on a bien fait toutes les opérations qui justifient. Mais ça, c'est une opération financière. D'ailleurs, il me semble que l'élection de Trump aux États-Unis a montré que c'était plutôt un truc financier que nécessairement de la monnaie. Parce que tu vois, si je mets derrière la monnaie quelque chose qui est institutionnel, qui est fondé derrière une souveraineté qui assure la monnaie, le Bitcoin n'a pas cela. Voilà. Et donc, tout ça dépend de ce que l'on appelle. Après, tu faisais référence à la masse monétaire. Parce que la masse monétaire, ça renvoie à la réflexion sur l'inflation en réalité. On veut connaître la masse monétaire parce qu'on veut avoir une réflexion sur l'inflation. Faudrait-il encore qu'il y ait un lien entre la masse monétaire et l'inflation, ce qui n'est pas toujours si évident que cela. Donc, la connaissance de la masse monétaire n'est pas nécessairement un élément, nécessaire en économie. Alors, ça a de l'intérêt, ça a de l'intérêt, mais la masse monétaire, elle va dépendre aussi de la vitesse de circulation de ta monnaie ou de la stratégie des agents, ce qui n'existe pratiquement plus, mais peut-être vos parents, vos grands-parents ont connu ça, où ils gardaient de la monnaie chez eux. Moi, mon grand-père, je peux vous dire que son porte-monnaie, il y avait des sous. Il n'était pas question qu'il allait mettre 3 euros, enfin des francs, à la banque. Les sous, tu les avais dans le portefeuille. Tu faisais un portefeuille comme ça, mais voilà. Et donc, peut-être tu aurais mesuré plus de monnaie, mais comme la vitesse de circulation n'était pas la même, mais tu vois, mais pour répondre clairement à la question, c'est la première interrogation, c'est qu'il faut d'abord s'intéresser, est-ce que c'est de la monnaie? Et pour compléter ce que vient de dire Hervé, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure à propos justement de l'ordre dans lequel le programme inscrit la question du financement, pour laquelle on a mis un schéma, et la question de la nature de la monnaie, de sa création, etc. Pendant la plus grande partie de l'histoire de la discipline, on commençait par enseigner ce que c'était la monnaie aux élèves. Et c'était l'occasion. Par exemple, ce serait l'occasion aujourd'hui de dire, voilà, est-ce que par exemple, les crypto-monnaies sont de la monnaie? Parce qu'on aurait enseigné aux élèves ce que c'était la monnaie, sa place comme institution collective, etc. Et donc, sur cette base-là, on peut dire après aux élèves, alors, compte tenu de ce que l'on a vu, compte tenu de ce que l'on a donné comme définition de la monnaie, peut-on dire que les crypto-monnaies sont de la monnaie? On pourrait. Sauf qu'aujourd'hui, le fait justement d'avoir repoussé cette question, ce questionnement sur la monnaie et sa création, après la question du financement, autorise d'une part ce genre d'errement théorique que j'ai montré tout à l'heure, qui laisse entendre que les banques ne sont que des intermédiaires, donc les dépôts sont les crédits et autres, je n'ose pas utiliser le terme. Et donc, la question de savoir ce que c'est que la monnaie est devenue seconde. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas traitée, elle est devenue seconde. Autrement dit, on estime, quand on a écrit le programme, il y a donc quelques années, le dernier programme, on a estimé que l'essentiel à enseigner aux élèves, c'était la question du financement, et qu'on n'avait pas besoin de réfléchir, on n'avait pas besoin de s'interroger sur ce qu'était la monnaie. Et ça aussi, ça fait partie de l'appauvrissement.